imagine les gens qui sont à la maison, qui lisent le journal, qui écoutent LCN, qui écoutent François Legault, qui écoutent Paul Saint-Pierre Plamondon. On dirait qu'il n'y a aucun enjeu économique au Québec, sauf depuis les dernières semaines, puis qu'il n'y a pas d'enjeu dans la prestation de nos services publics. Or, c'est ça notre problème au Québec en ce moment. On paye des impôts et on n'a pas les services à lesquels on a droit. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado, un podcast, écoutez, appelez ça comme vous voulez, mais dans lequel je fais le pari, et je pense que c'est audacieux, de m'asseoir avec des gens qui ne pensent pas forcément comme moi. Je trouve qu'on vit dans un monde qui se résume en ce moment à une chambre d'écho. On s'assoit juste avec les gens qui pensent comme nous. Et bon, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de le répéter, mais je vais le faire quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui est plutôt du côté souverainiste des forces politiques au Québec. Et la preuve, donc, que ce balado-là a un sens, je m'assois aujourd'hui avec Charles Milliard. Bonjour, Charles. T'es chanceux. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Oui. Merci de l'invitation. Donc, Charles Milliard, vous êtes candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Tout à fait. Donc, fédéraliste. Tout à fait. C'est correct. Et nationaliste, on va en reparler. Oui, on va en reparler. On va en reparler. Est-ce que la course se passe bien? Ça se passe très bien. Écoute, c'est une course qui est sur le terrain, hein, puis t'es journaliste, là, tu sais comment ça fonctionne. On peut se tutoyer, d'ailleurs. Oui, on peut faire ça. Pour moi, c'est important de comprendre que cette bataille-là, pour le renouvellement du parti, va se passer sur le terrain. Donc, on parle aux membres, on parle aux médias. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et c'est une course qui va se gagner sur le terrain en rencontrant les membres, en vendant des cartes, en renouvelant des cartes. C'est vraiment une bataille ou une compétition interne. Il ne faut jamais l'oublier. Puis les gens qui sont à l'extérieur de la politique, des fois, ont de la misère à comprendre cette nuance-là. Pourtant, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un perdant et un gagnant là-dedans. Oui, parce qu'il y a des sondages qui sont publiés une fois de temps en temps. Puis d'ailleurs, c'est des étonnants sondages dans la méthodologie, je trouve, parce qu'on demande aux Québécois, pas aux membres du Parti libéral, là, on sonde les Québécois de déterminer qui serait le meilleur chef du Parti libéral, alors que ce ne sont pas eux qui vont voter. Et là, souvent, c'est le nom de Pablo Rodriguez qui ressort. Sauf que moi, j'ai comme parlé avec du monde, puis apparemment que c'est pas exactement ça qui se passe. T'as des amis sur le libéraux, terrain. c'est ça? J'ai des amis de toutes les origines, moi vraiment, et on me dit que c'est pas vraiment Pablo Rodriguez qui domine en ce moment. Il y a plutôt un genre de pharmacien de formation, Charles Milliard en l'occurrence, qui vend plus de cartes, qui est plus populaire avec les jeunes, qui, lorsqu'il se présente dans les rencontres comme ça, il y a comme une espèce de troupeau de gens qui le suivent en arrière. Est-ce que c'est exact? Ben, oui, c'est exact. Parce que dans le fond, je le vois, moi, je fais tous les événements du PLQ depuis 6 à 8 mois. Alors, je le vois, ce qui se passe sur le terrain. J'écoute aussi la télé, je lis les sondages. Et comme tu l'as mentionné, les sondages actuellement, c'est des sondages de gérants d'estrade, en tout respect. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on leur demande qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là. Mais si vous n'êtes pas impliqué dans cette histoire-là, c'est plus ou moins pertinent ce que vous pensez, en tout respect. Alors, ben oui. je dirais la même chose si j'étais en tête des sondages, parce que il faut connaître justement la méthodologie pour bien comprendre. Quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes un sympathisant libéral? Les gens peuvent dire oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une carte de membre. Puis ensuite de ça, quelle est la composition de cet échantillon-là? Parce que là, je ne sais pas si tu veux qu'on parle des technicalités de la course. On peut, pour que les gens comprennent. Mais ce sont donc les membres qui votent. Donc, ça prend 5 $ pour être membre pour 1 an. Et chaque comté vaut le même point. Et ça, c'est critique parce que j'imagine que tu vas m'amener sur le terrain des régions et de la déconnexion perçue du parti. Je précise que je n'ai pas envoyé mes questions à Charles Milliard. Je précise que je me doute de certaines questions parce que c'est la nature de la chose. Mais chaque comté vaut le même nombre de points. Alors, le comté de Westmount et le comté de Masquinongé valent exactement le même nombre de points. Alors, tous les militants partout au Québec, ils sont d'une importance égale. Alors, c'est beau d'être populaire, mais il faut être populaire partout. Il faut être populaire chez les jeunes aussi, parce qu'on le sait, les jeunes ont le tiers des votes. Juste pour être sûr de comprendre, ça veut dire que si, par exemple, 15 personnes dans Westmount, c'est pas le cas, là, on s'entend, qui achèteraient une carte de membre et qui voteraient et qui gagneraient, ça donnerait le même nombre de points que s'il y avait 2 personnes qui avaient gagné Masquinongé? Exactement. Si, exemple, dans un comté, il y a 10 membres et les 10 membres votent pour moi, j'ai tous les points. Et si dans un autre comté, il y a 1000 membres et les 1000 votent pour moi, j'ai tous les points aussi. Donc, wow, OK. C'est vraiment important de comprendre. Là, quand on dit on a des supporters, moi, je me dis très bien, bravo, mais où sont tes supporters? Alors ça, c'est très important et c'est une façon pour le parti, pour m'amener à mon point précédent, de s'assurer justement de l'importance de toutes les régions
contrairement à la représentation concentrée qu'on a des députés libéraux en ce moment, qui sont à Montréal, bien évidemment. Comment ça se passe, le moral des militants, par exemple? Parce que là, il y a eu l'élection de 2018. Ouais. Ça a été dur pour les libéraux. 2022 est venu confirmer quelque chose, c'est-à-dire le parti avait besoin de changer. Ouais. On le sait, la CAQ est allée bouffer à la fois un électorat péquiste et aussi un électorat de façon très importante libéral. Je veux dire, la preuve, c'est que Jean Charest ne gagnait pas que Montréal là, pour gagner le Québec. Non, il gagnait les régions aussi. Et là, quelques années plus tard, moi, je fais partie vraiment de ceux, peut-être que c'est mon côté cynique 24 heures sur 24, mais quand on m'a dit refonte du Parti libéral, le parti va échanger autour d'idées, il va avoir des candidats, moi, je n'avais pas anticipé ce qui est en train de se produire. Il se passe vraiment quelque chose en ce moment au parti. Là, là d'ailleurs, les derniers sondages montrent, on est à début du mois de mars, que le Parti libéral dépasse la CAQ dans les sondages, est deuxième et commence à se rapprocher du PQ aussi. Donc, les militants, là, est-ce que le moral est vraiment très, très bon puis on est parti pour la gloire ou on comprend encore que c'est peut-être juste illusoire, ce sont des sondages? Alors, c'est une vaste question. Premièrement, effectivement, on voit une remontée dans les sondages, mais je viens de te dire que les sondages, des fois, il ne faut pas trop s'y fier. Alors, je vais essayer d'être conséquent. Je pense qu'il faut être humble là-dedans, mais de toute évidence, même sans chef, on ne diminue pas, on ne stagne pas, on augmente. Et ça, les sondages le confirment jour après jour. Les sondages, c'est la tendance qui est importante. Hein? C'est comme la tension artérielle. Ça. Comme tu sais, je suis pharmacien. Mm-hmm. Une prise, ça vaut ce que ça vaut. C'est comment ça évolue dans le temps qui est important. Ceci étant dit, moi, je considère que les libéraux ont perdu l'élection de 2018 et ils ont été punis en 2022. OK. Je fais une nuance. Puis je pense que la première fois que je le dis de cette façon-là, mais pourtant, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a eu une sévère correction en 2022. Alors, de toute évidence, il y a un changement de cap à opérer si on veut regagner la confiance des Québécois, la confiance des militants même, parce qu'on a baissé du nombre de membres. Je suis très candide avec toi. On doit retravailler ça. Alors, il y a eu un comité de relance qui a été piloté par André Pratt et Madouane Ika-Cadet, la députée de Bourassa-Sauvé, qui m'appuie d'ailleurs dans la course, qui fait partie de la relève du parti. Et les gens se sont vidés le cœur. Alors, plusieurs personnes auraient dû assister à ces rencontres-là partout en région parce qu'il y a eu une bonne séance de linge sale où les gens ont expliqué pourquoi ils se sont sentis délaissés comme militants, pourquoi ils sont restés à la maison aussi, parce qu'on dit souvent que les libéraux ont voté pour la CAQ. C'est vrai, parce que de toute évidence, ils ont mangé du lunch à quelque part. Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison aussi. Et ça, pour la démocratie, ce n'est pas bon. Et c'est pas bon pour le parti non plus. Alors, ces gens-là existent encore, ils sont là, mais ils attendent d'être reconquéris. Et le rapport du comité de relance a été une bonne première psychothérapie, je te dirais, pour le parti. Et c'est à partir de ça, pour les militants puis les candidats qui l'ont lu, j'espère que tout le monde l'a lu, qu'on peut rebâtir un peu sur les braises de ce qu'a été 2022. Parce qu'évidemment, pour un parti qui a 157 ans, qui a dirigé le Québec pendant plus longtemps que tout le monde réuni, d'avoir 21 députés, c'était une sévère correction. Mais puisqu'on n'y était pas, puis tu viens de dire il aurait fallu que vous soyez là, en parlant peut-être même des journalistes, qu'est-ce qui s'est dit? Quand on parle de nettoyer du linge sale, là, puis sortir le méchant, c'est quoi qui s'est dit? Ben, tu sais, quand on parle de la machine libérale, puis de façon péjorative, les vieilles mains libérales, ça me fait toujours rire, c'est que le parti est un organe politique depuis 157 ans. Et ça veut dire que les militants ont une importance et décident ultimement, habituellement, du devenir du parti, de la direction que prend le parti. Et c'est là toute la racine du militantisme. Puis je vais faire, là, j'ai compris que tu étais davantage souverainiste. C'est la même chose au Parti québécois. Le Parti québécois, c'est une espèce de semence d'idées, de concepts, d'où naissent des idées, d'où naissent bien des chicanes aussi, mais d'où naissent des idées. C'est la même chose au Parti libéral et ce n'est pas la même chose à la CAQ. Alors, je le dis officiellement, moi, je ne veux pas dire que la CAQ n'est pas un parti politique, mais la CAQ n'est pas un parti politique au sens où je l'entends, d'une espèce de mouvance interne qui monte. Et dans les dernières années, au Parti libéral, les gens se sont sentis pas écoutés. Les gens ont senti que les idées qui émanaient des régions, des commissions politiques régionales, de toute cette organisation-là, terrain, n'a pas été écoutée et qu'on est allé sur des thématiques qui n'ont pas porté dans le cœur des militants. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, elles n'ont pas porté. Alors, dans la vie, il n'y a pas de mauvais messages, il y a des mauvais messagers. Donc, de toute évidence, il y a eu une déconnexion. Et moi, c'est ce que je veux remettre à l'avant-plan.
Et cette expérience-là, je la prends de mes 25 ans de militantisme au parti, mais aussi de mon implication dans les chambres de commerce, parce que je fais beaucoup de parallèles entre les deux. Les deux, c'est des organisations sans but lucratif qui fleurissent si les bénévoles sont motivés. Chambre de commerce, j'en connais plein de chambres de commerce qui ne se passent rien parce que les bénévoles ne font pas grand-chose. Même chose pour un parti politique. Alors moi, je veux faire renaître ça, ce militantisme-là. Alors, il faut s'occuper des militants. Et dans un parti politique, il y a un département de com, de marketing, de service à la clientèle pour retravailler ça au parti pour regagner la confiance en premier des militants puis ensuite des Québécois. Il y a des gens qui font de la politique pour le pouvoir. Pour pouvoir. Oui, je pense que oui. Il y a des gens qui font de la politique pour pouvoir écrire sur un CV j'ai été candidat ou même idéalement chef et premier ministre du Québec. Ouais. Toi, je dis pas que c'est pas le cas, on se connaît pas assez. Mais il y a une chose est certaine, c'est que tu militais à 19 ans, 20 ans au Parti libéral du Québec. Là. Donc, c'est vraiment une aventure qui trouve son sens aujourd'hui. À quoi, mi-quarantaine? 45, oui. 45, ouais. J'étais exact. Ben, tout mon parcours professionnel mène aussi à ça. Je regardais même dans mon album définissant en pharmacie qu'est-ce qu'on m'avait écrit un peu à la blague toujours. Puis c'était écrit, c'est évident que ce gars-là va faire de la politique un jour. Puis bon. Donc, il n'y a personne qui est surpris dans mon entourage. La question en politique, ça prend deux choses, faire de la politique. La bonne politique, ça prend des convictions, ça prend du timing. Tu n'as pas avoir les meilleures idées si tu n'arrives pas au bon moment, si les gens n'ont pas d'écoute pour toi, ça donne absolument rien. Et le timing en ce moment pour le Parti libéral, je considère qu'il est excellent parce qu'on est à la fin d'un cycle politique en ce moment. C'est évident pour moi qu'on va avoir un renouvellement de l'offre politique au Québec dans les prochaines années. Ça a commencé par l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a réussi justement à prendre les clés du Parti québécois puis à incarner cette nouvelle génération-là de péquistes. Et c'est exactement ce que le Parti libéral devra faire, encore mieux, idéalement. Et c'est ce que la CAQ, d'après moi, ne réussira pas à faire. Parce que, dans sa nature même, c'est le parti d'un seul homme. C'est mon opinion, je le dis respectueusement. Comme l'Union nationale a été le parti à plusieurs égards d'un seul homme, qui a périclité par la suite, alors que nos deux principaux partis politiques au Québec sont là sur le long terme, font partie du décor, font partie de la tapisserie et de la fabrique de ce qu'est le Québec. Alors, cette implication-là, elle vient de là pour moi. Évidemment, je veux être premier ministre du Québec. Évidemment, j'ai de l'ambition. Évidemment, je veux convaincre les gens. C'est ça la business de la politique. Mais je dis souvent aux militants que la première job, c'est d'être chef du Parti libéral du Québec. Et ça, il n'y a personne dans les candidats actuellement qui veut cette job-là plus que moi. J'en suis convaincu. Moi, je dis à des gens, puis on va en parler tantôt, là, du référendum, parce que c'est une possibilité si le Parti québécois l'emporte en 2026 et va de l'avant avec une promesse qui est celle de tenir un référendum dans un premier mandat. J'ai l'impression que les militants du PLQ ne doivent pas choisir le prochain chef du PLQ, ni même le prochain premier ministre. Ils doivent choisir le chef du camp du non également. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, je l'entends beaucoup. Oui, je l'entends beaucoup. J'ai pas inventé ça. Puis c'est vrai. Parce qu'effectivement, M. Plamondon, ça a le mérite d'être clair, son histoire. Là. Il veut tenir un référendum. Puis à la limite, je salue ça parce que c'est clair. C'était clair avec M. Parizeau. C'est clair avec M. Plamondon. Ça l'était beaucoup moins avec tous les autres chefs. Alors... On sait à quoi s'attendre si les Québécois choisissent le Parti québécois. Donc oui, ça va prendre un chef Canada, mais effectivement, c'est le chef du camp du non parce que c'est le camp du oui qui va poser la question, puis on va être étiqueté comme non. Mais moi, ce que je veux changer dans le discours, c'est je ne veux pas être le candidat de la peur, mais je veux pas être le candidat de la négation. Ça, pour moi, c'est un gros changement de discours. Je pense que les fédéralistes doivent se retrousser les manches et convaincre les gens que leur projet est le meilleur et non que l'autre projet est juste dangereux et épeurant. Ça, c'est intéressant, ça. Ben, c'est intéressant et ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça me différencie. Parce que là, déjà, j'ai commencé à entendre des candidats puis des gens parler de la peur de 95. J'avais l'impression qu'on avait mis une cassette VHS là, sur le bord de la télé puis qu'on rejouait le même film. Je pense qu'on est rendu ailleurs en 2025. Les jeunes, désolé pour toi, mais quand on regarde, les jeunes, l'intérêt pour la souveraineté n'est pas là en ce moment. Donc, je ne veux pas qu'on leur resserve les mêmes ingrédients d'une recette qui a fonctionné, mais qui a peut-être fait son temps aussi. Alors moi, j'invite les fédéralistes à se relever les manches, puis à expliquer comment... Là, le contexte actuel, je m'excuse, mais je pense que nous aide et nous fait la démonstration qu'il y a une valeur aux grands ensembles politiques et économiques en Amérique du Nord pour tenir la route avec nos voisins du Sud. Alors ça, je suis content de t'en parler aujourd'hui parce que ça me différencie puis ça représente vraiment qui je suis comme politicien.
Mais en toute honnêteté, là, puis en tout respect, on dirait que je te crois pas. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. La peur, ça a marché. Mm-hmm. Alors pourquoi se priver d'un aussi bon argument? Si on est fédéraliste. Ben, écoute, je vais pas être calinours non parce plus. Parce qu'on dirait que j'écoute un joueur de tennis qui me dit, moi, je gagne contre mon adversaire, mais cette fois-ci, je vais gagner un peu plus propre. Je peux me le permettre. Mais c'est-à-dire que gagner avec la peur, c'est ça 80, c'est ça 95. Ouais, là, tu prétends que les camps du non étaient sales. Là, ça, c'est un autre débat. Ah, parce que j'ai dit propre. Ouais, c'est ça. La peur, c'est parce que c'est pas un argument très, très, très noble. La peur ne peut pas être le seul business case dans ce cas-là. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a plein de fédéralistes qui ont peur que le Québec se sépare. Ouais. Et dans une mesure, j'en fais partie aussi. Mais je pense pas qu'on doit baser seulement notre argumentaire là-dessus. Alors, la politique, là, c'est un sport de contact. Alors, bien sûr, il va y avoir des contacts, c'est pas de la danse sociale. Alors, c'est évident qu'on va contre-argumenter puis qu'on va expliquer justement ce qu'on pense être les effets négatifs d'un référendum. Mais moi, je veux aussi qu'on fasse rêver les fédéralistes. Je veux pas juste qu'on écœure les souverainistes. C'est ça mon point. OK? Donc, de montrer... Moi, je pense que les politiciens, c'est des vendeurs. Il faut vendre aussi. Et en ce moment, au Québec, il n'y a pas grand-chose à vendre. En ce moment, on n'a hâte à rien. Moi, je prétends que les seuls qui ont hâte à quelque chose au Québec en ce moment, c'est vous autres. C'est les souverainistes. Vous avez hâte à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce projet-là. Mais moi, je veux avoir hâte à quelque chose pour le Québec. Je veux avoir hâte à quelque chose pour le Canada. Et je veux mettre ça sur la place publique. Parce qu'en ce moment, le désœuvrement et le manque d'implication des jeunes, de tous les Québécois en politique, il vient de cette espèce de platitude-là qu'on a en ce moment dans notre vision politique au Québec. OK, mais si tu permets, on va pédaler un peu par en arrière parce que, justement, j'avais une question concernant ta conviction fédéraliste. J'aimerais savoir d'où elle provient, comment elle est née, parce que j'ai l'impression que ça va pouvoir me donner des éléments de réponse quand j'essaie de comprendre c'est quoi ça, avoir hâte à quelque chose, avoir hâte au Canada de demain, au Québec de demain, à l'intérieur du Canada. Quand est-ce que tu es devenu fédéraliste? Aussi loin que je me souviens. C'est pas une conversion tardive. Et c'est... je voudrais te parler du fédéralisme et du nationalisme en même temps. Là, je veux pas ne pas répondre à ta question, mais moi, je fais partie d'une famille pas nécessairement fédéraliste. Okay. Moi, je pense que mes parents ont voté oui au référendum de 95, mon frère aussi. Alors, je le dis parce que ça traduit en même temps mes convictions profondes. Donc, je ne suis pas tombé dans une marmite là, ou dans le sérail qui fait en sorte que nécessairement, je suis libéral. Je viens de Lévis. Là. Alors, moi, je suis né, puis Jean Garon était roi et maître à Lévis, un des grands ministres, un des plus grands ministres d'agriculture, je te dirais, même dans l'histoire du Québec. Moins bien été à l'éducation, peut-être. Donc, quelqu'un qui épouse les valeurs libérales, finit par dire, moi, j'ai envie de porter les couleurs du Parti libéral. Alors moi, ça a été le cas dès 98, à la commission jeunesse, aux élections de 98 que M. Bouchard a remporté. Et les amis que je me suis fait là sont devenus mes amis dans les 25 années qui ont suivi et maintenant font partie de ma campagne, sont à la tête de ma campagne. Donc, on a beaucoup de gens de 40, 45 ans qui sont dans ma campagne. Et en même temps, on a un fort contingent de jeunes. Oublie jamais que les jeunes de 16 à 22 ans en ce moment, ils n'ont jamais connu le Parti libéral au pouvoir. C'est vrai. OK? Donc, ces jeunes-là ne veulent pas recréer quelque chose, veulent quelque chose de nouveau pour leur Québec à eux. Et de l'autre côté du spectre, tu as des gens comme Clifford Lincoln, qui a été député ministre avec Robert Bourassa en 85, 87, qui a 95 ans maintenant, qui a écrit une lettre dans la Gazette il y a quelques semaines pour me soutenir, qui lui a travaillé avec M. Bourassa, qui était toujours bien un chef quand même nationaliste très fort. Et même les gens, même les péquistes, même les bloquistes le reconnaissent que l'amour du Québec pour Robert Bourassa, il n'y a jamais un chat qui a douté de ça. Alors moi, je m'inspire de tous ces gens-là et je pense qu'on peut être à la fois fédéraliste et nationaliste au Québec. Et ça me fait toujours rire quand je rencontre des gens. On me demande de choisir. Je dis, pourquoi vous me demandez de choisir? On peut vouloir que le Québec... Moi, ma priorité, c'est le Québec. Moi, je veux que le Québec réussisse. Je veux que le Québec soit protégé, s'émancipe, mais je pense que l'ensemble canadien, quand il est bien géré, c'est le meilleur deal pour le Québec et le contexte géopolitique en ce moment fait juste me donner raison encore plus. Mais parce que les valeurs libérales, pour moi, quelqu'un qui respecte et qui trouve importantes les valeurs libérales pourrait très bien être souverainiste. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est le rapport au Canada. Peut-être que j'ai mal posé la question. Quand est-ce que tu es devenu... alors que tu avais des gens dans ta famille immédiate, c'est toi qui le dis, qui étaient plus du côté souverainiste.
Quand est-ce que tu t'es dit, non, moi, c'est le Québec, mais à l'intérieur du Canada? Pour moi, ça n'a pas rapport avec les valeurs libérales. OK. Parce que c'est vrai que les valeurs libérales, ils transcendent le Parti libéral. Oui. Ça serait le fun que les gens s'en viennent chez nous quand même. Tu sais, la justice sociale, le respect de la démocratie, la société civile, on peut très bien être souverainiste et respecter ça. Là. Mais on en a une, nous autres, qui est fondamentale, qui est l'appartenance au Canada. L'identification au Québec et l'appartenance au Canada. C'est les valeurs du Parti libéral. C'est les valeurs qu'on a mis dans un livre avec Claude Ryan il y a déjà 40 ans et qui sont encore d'actualité. Quelqu'un lit ce livre-là, ne sait pas que ça a été écrit en 78 ou 79 ou au début des années 80. Alors, donc, ça va au-delà des valeurs, tu as raison. Moi, je suis pas un fan de l'isolement, des petits ensembles. Okay. Moi, je pense que la vie, c'est d'apprendre à faire des compromis et c'est d'apprendre à additionner. C'est ça que je pense. J'ai toujours fait ça dans ma carrière. J'ai toujours fait ça dans mes amitiés, dans les gens que j'ai côtoyés des différentes communautés linguistiques, culturelles. C'est sûr que le Canada n'est pas parfait. Il n'y a aucun pays parfait. Et je ne demande pas aux Québécois de s'intéresser à ce qui se passe tous les jours en Saskatchewan. Okay? On a un pays, on a le 2e plus grand pays au monde, mais c'est une fédération que, dans les fondements même de la fédération, est un fonctionnement qui est vraiment intéressant pour la place où on est géographiquement et politiquement dans le monde. Le problème, selon moi, c'est que ça a été un peu perverti dans les 157 dernières années, mais que si on retourne, et là, je ne me présente pas pour être premier ministre du Canada, ça ne m'intéresse pas, mais il faudrait retourner au jeu de base de ce qu'est la Fédération canadienne. Et moi, je pense qu'on va rassembler plus de Québécois de cette façon-là. Parce qu'un compromis, on fait ça quand ça c'est nous apporte... C'est gros ce que je dis quand même. C'est quand même important. Oui, bien sûr, mais c'est ça, mais un compromis, on fait ça quand ça nous apporte quelque chose. Parce qu'un compromis, on ne fait pas ça avec quelqu'un qui ne nous apporte rien, ça ne sert à rien. Puis on va que ce soit gagnant-gagnant. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné du Canada dans les, je ne sais pas, 25 dernières années, disons? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Écoute, je pense qu'on est un des pays du G7. Je pense qu'on a, un des plus grands réservoirs de ressources d'est en ouest au monde. Tout ce que le monde veut dans la vie, on l'a. La démocratie, la sécurité, des ressources, une position géographique avantageuse commercialement, un espace de développement économique au nord, potentiellement, malheureusement, à cause des changements climatiques, on va dire, mais qui va permettre peut-être de changer la carte géopolitique. Alors, c'est des avantages très, très, très impressionnants. La Fédération canadienne, elle n'est pas parfaite. Et tu sais quoi? Moi, les affaires qui ne m'intéressent pas, je ne mets pas de temps dedans. Et ce qui se passe avec la CAQ, c'est que ça ne les intéresse pas tant que ça, le Canada. Moi, je suis convaincu de ça. Puis le QS et le PQ, au moins, c'est clair, ça ne les intéresse pas. C'est dans l'article 1 de l'autre, puis c'est dans tous les discours de l'autre, de l'un et de l'autre. Donc, pour moi, le seul parti qui a un intérêt sincère à privilégier le Québec dans l'ensemble canadien, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, je suis content de voir que le premier ministre actuellement se promène, puis parle à Daniel Smith, parle à Doug Ford, mais je m'excuse, dans les 5 dernières années, les relations intergouvernementales canadiennes, c'était d'aller prendre une bière avec Doug Ford puis de prendre des photos. Alors que, je vais te donner un exemple, bon, évidemment, pour moi, qui est une classe de maître de fédéralisme, c'était Jean Charest, évidemment, avec le Conseil de la Fédération. Pas nécessairement, je veux pas qu'on parle nécessairement de tout le legs et tout ça. Je veux qu'on parle de la reconnaissance de la diplomatie canadienne. Donc ça veut dire connaître les premiers ministres provinciaux, territoriaux, connaître les chefs d'opposition, connaître les parties prenantes importantes dans les provinces pour nouer des relations, pour faire du commerce, pour faire grandir la tarte tout ensemble. Ouais. Et pour ça, il faut s'intéresser à ça. Mais en même temps, c'est parce que du temps de Jean Charest, puis on n'a pas besoin d'en parler, effectivement. C'est pas la question, c'est plus le cas de figure que tu proposes toi-même. Moi, je trouve qu'il est révélateur. Dans le temps de Jean Charest, il y avait effectivement, des fois, ça lui arrivait de proposer des politiques qui ne correspondaient pas disons, aux intérêts d'Ottawa. Puis Ottawa lui disait, attention, il faut qu'on s'assoie. C'est arrivé. Il y a des bonnes chicanes avec Harper à l'époque. C'est arrivé. Ouais. Mais ça ne se compare pas à ce que vient de traverser François Legault avec Justin Trudeau. En matière, par exemple, d'identité, si à chaque fois que tu dis qu'il faudrait baisser les seuils, puis c'est non, on veut faire la loi 21, on va se battre contre toi en Cour suprême. On veut faire la loi 96, c'est une loi raciste, c'est une loi xénophobe. C'est sûr qu'après, l'espèce de bière avec Justin Trudeau, elle se tient pas, là. La rencontre avec Justin Trudeau, puis tous les premiers ministres des provinces qui se sont positionnés, qui ont financé même la lutte contre la loi 21, c'est parce que le climat n'est pas le même quand il y a un gouvernement qui est nationaliste à Québec. Donc, c'est quoi que tu proposes exactement pour avoir un meilleur rapport avec Ottawa? C'est-tu de ne pas aller dans le sens nationaliste qui pourtant est embrassé par la plupart des Québécois? C'est une longue question. Oui. Tu peux me donner une longue réponse si tu veux. Oui, non, mais comment je commencerais ça? En fait,
Premièrement, le sens du Québec, il faut définir c'est quoi. Là. Le sens du Québec, il n'y a pas la CAQ et le PQ n'ont pas le monopole de ce que les Québécois pensent, contrairement à ce qu'on entend très souvent dans les médias. Donc ça me fait toujours rire. Là. Il n'y a personne qui a le monopole du cœur là-dedans et il n'y a personne qui a la recette parfaite pour faire grandir et prospérer le Québec. C'est exact. Alors, mais quand il y a une majorité de gens qui soutiennent la loi 21, il faut en tenir compte. Ouais. Là. Mais c'est sûr qu'il y a eu... moi, je pense que dans les dernières années, on s'est un peu éloigné du modèle de base du fédéralisme canadien. Alors, je ne veux pas trop embarquer dans la politique fédérale, mais pour moi, c'est clair qu'à la base, l'idée, c'était que les provinces souveraines se sont unies pour se donner des services en commun. On a appelé la défense, on a appelé les frontières, la monnaie, les affaires étrangères, etc. Et toutes les nouveautés qu'on n'avait pas prévues en 1867. Et le reste, ça demeurait l'apanage, ça demeurait la priorité, la propriété des provinces. Alors, on s'est beaucoup éloigné de ça. Donc, moi, j'aime beaucoup le Canada, mais le Canada n'a rien à voir en santé et en éducation, à titre d'exemple. À part pour les questions de propriété intellectuelle en santé, exemple, pour ouvrir, mettons, des médicaments dans le marché canadien, à titre d'exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à cette essence-là d'un juste partage. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est juste des chicanes constitutionnelles. Ben non, parce que c'est ça qui crée le climat, qui fait en sorte qu'on a une discussion, toi et moi, où on n'a pas la même opinion. Alors non, c'est pas anodin, c'est important. Alors moi, je pense que, puis là, je veux travailler au gouvernement du Québec, je ne m'occuperai pas du gouvernement du Canada. Et je pense qu'on a besoin des politiciens à Ottawa qui comprennent cette réalité-là et que le Canada se porterait mieux dans ce sens-là. Mais je reviens quand même à la dimension identitaire. La langue, l'immigration, la laïcité, ce sont des dossiers qui pourraient peut-être, à ton avis et même selon moi, avoir été mal menés par la CAQ, c'est-à-dire mal dirigés, mal pensés. Mais ça reste que les Québécois, ils veulent en parler de ça. Là, on parle de l'importance des sondages depuis tantôt. Là, on a des élections qui nous le prouvent. Tu me parles des Québécois francophones? Tu me parles de qui? Ben, les Québécois, moi, quand je regarde, mettons, les sondages sur les Québécois qui sont sondés, les élections. OK, d'accord. Moi, je ne fais pas la différence. Là. Bizarrement, je ne la fais pas. Là, entre les anglophones, les immigrants, les Québécois. Moi, tu ne la fais pas, mais il y en a d'autres qui la font. Il y a d'autres qui la font, mais moi, je te parle de qui vote pour qui et les partis qui proposent ces idées-là, en tout cas la CAQ en 2018, en 2022, ça pogne, ça marche. Là. C'est un discours que les gens veulent entendre en matière d'immigration, de langue et de laïcité. C'est quoi la position de Charles Milliard là-dessus? En tout cas, ils font juste parler de ça. Ouais, plutôt que de parler de l'état des routes puis de l'état du système de santé. On est pris dans un piège médiatique en ce moment où on pense que les seules priorités du gouvernement du Québec, c'est les questions que tu viens de mentionner là. C'est grave. Après ça, quand on a un déficit de 11 milliards, quand on a des viaducs qui tombent, là, on nous ressort de mettre le hockey comme sport national. On nous ressort un nouveau set de règlements sur comment diviser les immigrants puis les gens qui sont nés ici. Moi, j'en ai marre de ça, comprends-tu? Et je refuse que ma campagne porte juste sur ces questions-là. Je sais que c'est des questions importantes. On peut en parler, la langue, la laïcité, l'immigration. Mais c'est pas vrai. Moi, je me promène, là, je sais pas toi, mais moi, je me promène partout au Québec. J'étais à Latuc avant hier, j'étais à Trois-Rivières, j'étais en Abitibi. Nomme-les toutes. Les gens me parlent pas de ça. Les gens me parlent que le bloc opératoire est fermé parce qu'il manque de médecins, que l'école est en train de tomber en ruine et que si on avait une route sur le sens du monde, on pourrait faire du tourisme dans une région X, Y, Z. C'est de ça que le monde me parle. Alors, je sais que ce même monde-là, le soir, à la maison, ils répondent à un sondage. Je ne sais pas si les questions sont orientées sur « Pensez-vous que c'est ça les priorités? » Non, mais laissons faire les sondages aux élections. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'en 2022, la CAQ a gagné en raison de ses promesses en santé. C'est pas vrai, ça. Je peux pas croire. Non, mais c'est ça. Mais la CAQ a gagné parce qu'elle a tenu un discours, ça a été étudié là, sérieusement là, par même des chercheurs là, depuis ce que ça s'est passé. 2018 et 2022, c'est des élections qui ont tourné autour de l'enjeu de l'immigration. Donc, je comprends qu'un candidat à la chefferie au Parti libéral puisse me dire, nous, ça divise pour nous ces questions-là, nous, c'est autre chose, c'est l'économie. Mais la population, c'est bien elle qui va voter. Elle, il faut quand même la nourrir sur cette question-là. La population va voter aussi sur des questions qui sont importantes pour nous aussi. Je veux dire, comment je dirais, l'appétit vient en mangeant. Là. Si toi, à longueur de journée, je te parle de l'enjeu de l'immigration puis de l'enjeu de la langue, à bout de 5 jours, là, tu vas penser qu'il y a juste ça sur la Terre qui existe. Imagine les gens qui sont à la maison, qui lisent le journal, qui écoutent LCN, qui écoutent François Legault, qui écoutent Paul Saint-Pierre Plamondon. On dirait qu'il n'y a aucun enjeu économique au Québec, sauf depuis les dernières semaines, puis qu'il n'y a pas d'enjeu dans la prestation de nos services publics. Or, c'est ça notre problème au Québec en ce moment. On paye des impôts et on n'a pas les services à lesquels on a droit. La dernière fois que j'ai vérifié là-dessus, ils payaient le même taux d'imposition que toi puis moi au centre-ville de Montréal ou en Estrie, dans mon cas, et ils n'ont pas les mêmes services.
Alors, moi, je veux qu'on ressente l'action du gouvernement sur ces sujets-là. Je sais que ces enjeux-là, ils vont perdurer parce qu'ils sont à la base de la spécificité québécoise. Puis j'en fais partie. Je viens de Lévis. Je parlais pas un mot d'anglais avant que j'aille à l'école puis que je fasse un stage à Ottawa. Mes parents parlent pas anglais. Mes parents viennent jamais à Montréal. Moi, j'ai habité à Montréal une vingtaine d'années. Donc, je pense que je comprends toutes les réalités du Québec, les différentes réalités régionales, linguistiques, culturelles. Mais tous les Québécois sont pas exposés à cette réalité-là. Puis je dis ça de façon très, très humble, là. Donc, c'est aux politiciens à inspirer sur cette importance-là de se regrouper puis de travailler ensemble parce qu'on est tous des Québécois. Et ça, moi, cette dérive-là, elle m'inquiète. Elle m'inquiète au niveau identitaire, elle m'inquiète au niveau constitutionnel. Quand je vois Simon Jolin Barrette, qui est un excellent parlementaire, là, je ne m'attaque pas à la personne, mais être nommé ministre des Relations canadiennes, il va être ministre de la chicane canadienne. Il va être ministre de la chicane, de générer de la chicane, parce que c'est ça un peu son rôle dans ce gouvernement-là. Alors, c'est un pari risqué parce que il faut reconquérir les francophones. Bien sûr. Tantôt, j'ai parlé des Québécois, puis tu m'as dit, mais de quel Québécois tu parles? Il reste qu'il y a une majorité de francophones au Québec. Là, bon. J'espère. Bon. Et ces gens-là ne votent plus pour le Parti libéral du Québec. Et peut-être qu'effectivement, cet électorat-là est plus sensible aux dimensions de la langue, de l'immigration et de la laïcité. Alors, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Je pose la question là, à titre de... Pardon que j'étais un conseiller. Là. Est-ce que c'est la meilleure stratégie que de dire, on va leur parler d'autres choses, en fait. On va leur parler d'économie, on va leur parler de transport, parce que moi, j'ai fait le tour des régions, puis ils sont francophones, puis ça les intéresse pas tant que ça. Là. C'est parce que c'est LCN qui leur dit que c'est les enjeux principaux au Québec. Est-ce que ça, c'est la meilleure stratégie pour les reconquérir, que de ne pas leur parler de ce qu'ils veulent entendre? Mais en fait, je dis pas que je vais leur parler que d'autres choses, mais je vais leur parler d'autres choses aussi. Okay. Parce que oui, on me parle, puis il va y avoir des débats, puis on va en parler. Exemple, la loi 96, prenons-en une. Ouais. Le français est une denrée extrêmement précieuse et fragile au Québec et au Canada. On le voit au Canada que c'est en baisse. Au Québec, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Mais je regrette, on peut être pour la protection du français et être contre certains éléments de la loi 96. On a le droit. C'est pas un pot pourri qui vient tout ensemble. Mais la CAQ nous fait croire que si on est contre un article de 96, on est contre les francophones. Et c'est ça qui m'enrage, en fait. Il y a des éléments là-dedans qui nuisent à la création d'entreprises au Québec. Puis pas à Baie-d'Urfé puis à Beaconsfield, à Bécomo, puis en Estrie. Parce que quand les gens veulent ouvrir un poste, exemple, ils veulent faire du développement international, ils ont besoin de quelqu'un, que je te dise, qui parle anglais ou qui parle mandarin ou qui parle espagnol parce qu'ils veulent vendre ces produits là-bas. Et la démonstration qu'ils doivent faire que ce poste-là a le droit d'être bilingue, c'est de la paperasse sans fin. Les entrepreneurs, là, on est en train de les enterrer, on leur verra plus les cheveux bientôt sur la surréglementation qu'on leur fait. Alors moi, je m'oppose à ça, puis je m'opposais à ça à la FCCQ. L'autre chose qui m'embête avec la loi 96, c'est de dire aux immigrants, après 6 mois, on va vous parler juste en français sur des éléments extrêmement importants de votre vie, genre votre statut au Québec, votre accès aux services de santé, puis vos impôts. Moi, là, j'aimerais ça que tout le monde download ou télécharge Duolingo aujourd'hui, là, puis devienne francophone demain matin. Mais ça n'arrivera pas. C'est partout pareil dans le monde. Si vous immigrez au Danemark, là, ils ne vous donnent pas 8 mois pour apprendre le danois. C'est toujours l'argument que nous sert le Parti québécois, là, effectivement. Mais c'est quoi votre réponse? Moi, je pense que c'est pas réaliste de pouvoir entretenir une conversation en français sur des sujets aussi importants. Là. Je parle pas de la météo ou du score du Canadien la veille. Là. Moi, je pense pas que c'est réaliste. Moi, je pense que ça devrait prendre 1 an ou 18 mois. Alors, moi, c'est une suggestion qu'on a fait, que j'ai fait à la Fédération, fait que j'arrive pas là, de nulle part avec ça. Alors, c'est juste pour te démontrer qu'il y a des éléments là-dedans où on a le droit de se lever et de dire ça nuit à certains éléments de la prospérité du Québec, sans vouloir... Pourquoi moi, je voudrais... Ça, c'est la chose qui me choque le plus. Là. Pourquoi vous voulez diriger un parti qui est anglophone? Premièrement, tous les gens que je rencontre partout au Québec sont des gens que j'estime être des nationalistes fédéralistes, des gens qui ont traversé le désert dans les dernières années au parti, qui veulent un Québec fort dans le Canada. Alors, ce n'est pas des anglophones. Et les anglophones, ce sont des Québécois aussi. Il y en a près d'1 million au Québec. Ils ont des droits, entre autres, sur l'accès à la santé, sur un certain nombre d'accès à des services publics qui sont garantis.
on est fiers de vivre dans une démocratie, dans un état de droit. On peut-tu juste respecter les droits des gens sans arrêter de les stigmatiser et de les mettre dans le coin d'une façon ou d'une autre, subtile ou pas, dans les médias? Moi, c'est ça que je veux changer. Alors, je veux changer, j'arrête là après, je veux changer certains règlements, certaines lois, mais je veux surtout changer de ton au Québec. Moi, je pense que quand les politiciens, le matin, ouvrent la bouche, là, ils donnent un ton à la journée. Et si on changeait ce ton-là le matin, on aurait des journées différentes. C'est ça que je pense. Parce que la loi 96, puis dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est l'esprit de la loi, j'y suis pas opposé. Exact. Tu sais, par exemple, sur le 6 mois, j'aurais fait 1 an et demi. Fait qu'en réalité, t'es pas contre le fait qu'au bout d'un certain moment, c'est en français que ça se passe. Ben, bien sûr, bien sûr. Puis je suis le premier à vouloir qu'il y ait la francisation puis que les immigrants apprennent le français, bien sûr. Et après ça, on coupe d'un cours de francisation. Je veux dire, c'est à se péter la tête sur les murs, là. Le même ministre nous dit on va mettre des nouvelles règles pour s'assurer que les gens parlent français. Et le lendemain, on apprend que par le truchement d'un autre ministère, on a coupé des cours de francisation. Puis encore une fois, pas à Beaconsfield, à Lévis. À un moment donné, les gens font comme, mais on est-tu vraiment le bienvenu ici, finalement? Là? Puis voulez-vous qu'on l'apprenne, le français, ou vous voulez pas qu'on l'apprenne? Puis après ça, tu as les entrepreneurs qui disent, ben on a besoin de gens. On va les prendre d'où, les gens, pour faire un certain nombre de tâches qu'on ne fait pas en ce moment et pour acheter des produits. Si on veut acheter local, il faut toujours bien produire local, il faut toujours bien qu'on ait des gens pour faire cette production-là. C'est comme une roue qui tourne, mais on met du gaz, on met du sable dans l'engrenage politiquement un peu partout, ça fait juste plus de sens. Mais tu n'as pas peur de, par exemple avec la loi 21 ou même 96, de t'y opposer et dans 20 ans, il y a un consensus sur l'importance de ces lois-là. Je pense à la loi 101. PLQ a voté contre la loi 101. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec qui serait game de s'asseoir devant moi et de me dire je suis contre la loi 101. Bien sûr que et non. Vous l'avez échappé, vous étant tous les candidats à la course à la chefferie. Écoute, là, on peut faire la nomenclature de toutes les aberrations de l'histoire aussi. Les conservateurs fédéraux ont été créés au Canada parce qu'ils étaient contre le libre-échange. Finalement, c'est eux qui l'ont fait. Je veux dire, mais mettons sur la langue. Ben non, mais il faut évaluer les partis politiques dans leur époque aussi. Moi, j'étais pas là en 71, là, je suis désolé. En 77, mais je veux dire, c'est le truc avec la loi 101, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde défend le fait qu'à l'époque, par exemple, on ait dit à des entreprises, ben ça se passe en français. Tu sais, je t'écoutais parler de la loi 96, ça va en décourager les entreprises à venir. Oui, mais dans 20 ans, je suis pas mal sûr qu'on va avoir été content d'avoir fait ça. Puis la loi 96, je la trouve imparfaite, puis j'ai pas ma carte de membre de la CAQ, là. C'est pas la question. C'est juste que, des fois, sur le coup, effectivement, en matière de droits et libertés acquis, on joue avec ça. Des fois, on dit « Hey, c'est un peu cruel, on va demander à quelqu'un d'apprendre le français en 6 mois. » Et 20 ans plus tard, on dit « Wow, OK, une chance qu'on l'a fait parce que tabarnouche, on est en train de l'échapper sur la question de la langue. » À Montréal, par exemple, peut-être pas à Lévis ou à Hartford, mais à Montréal. Ça, vous n'avez pas peur que ça vieillisse mal, ces positions-là? Vous, étant tous les candidats au PLQ, oui, je comprends. Écoute, là, je suis pas astrologue, là. Je peux pas prédire l'avenir, puis toi non plus, en passant. Mais, c'est sûr. Mais moi, je pense que, encore une fois, on peut faire des ajustements à cette loi-là qui vont amener une meilleure efficience et on peut en rajouter peut-être pour faire d'autres mesures de protection et de promotion. Parce que ça aussi, c'est un point que je n'ai pas parlé. On parle beaucoup de la protection du français. On peut-tu parler de la promotion? Oui, ça serait agréable, oui. Oui, mais on en parle, mais il ne se passe rien. Exemple, le français au Québec, je suis conscient qu'il faut en prendre soin. Au Canada, encore plus, ou en tout cas, tout autant. Et dans le reste du monde, là, le français, ça fait ça. Le français, en ce moment, grâce surtout à l'Europe, surtout à l'Afrique, on va avoir jusqu'à 800 millions de locuteurs francophones en 2050. Y a-t-il quelqu'un qui peut allumer que c'est un marché super intéressant et que même si on n'a pas la même culture, Dieu sait bien qu'on n'a pas toujours la même culture entre francophones, on a cette langue-là qui est une langue d'affaires importante. Et quand les Canadiens, les Québécois sont bilingues, premièrement, c'est pas une tare. Deuxièmement, on parle 2 des 5 plus importantes langues dans le monde. C'est pas rien, là. Nommez-moi-en des pays qui ont l'opportunité d'avoir 2 belles clés comme ça rapidement à leur âge. Fait que faut pas ostraciser cette opportunité-là qu'on a aussi. Donc, faire de la promotion sans dénigrer, faire de la protection sans dénigrer et faire de la promotion, faire du développement de marché économique,
d'entente, de reconnaissance d'acquis, exemple, sur plusieurs professions avec des pays francophones. C'est comme ça qu'on va faire aussi rejaillir la francophonie. Puis c'est la seule organisation internationale où on a un vote, où on a un rôle de nation. Alors, on peut s'en servir au maximum et jouer notre rôle là-dedans. Tu sais, j'ai eu le grand privilège d'assister au sommet de la francophonie en Tunisie il y a 2 ans. C'était beau de voir justement cette collaboration-là, cette écoute-là qu'on peut avoir sur un sujet qui nous touche autant. Bien, profitons-en. Je veux qu'on parle d'autres enjeux là, du modèle québécois d'économie, mais avant, j'avais dit qu'on allait parler un peu du référendum, fait qu'on va mettre ça derrière nous après. Comment c'est de mener une campagne pour devenir le prochain chef du PLQ en ayant en tête qu'on vise nécessairement le rôle de premier ministre et qu'on sait que tabarnouche, ça arrive vite, 2026, c'est 1 an et demi à peu près, et qu'il y aura peut-être un référendum. Est-ce que c'est dans ta tête? Puis si oui, comment tu fais pour composer avec tout ça? Est-ce que tu réussis à dormir? Oui, c'est dans ma tête. Oui, je dors. Je pourrais dormir. Pharmacien, ça dort toujours bien. Ça dort, non, souvent, on est cordonnier mal chaussé, mais oui, c'est sûr que ça me préoccupe, ça m'occupe l'esprit parce que je suis très conscient du contexte politique actuel au Québec. Puis n'importe quel politicien au Québec va toujours avoir ça dans son radar, là. Il va toujours avoir une espèce d'opposition entre ces deux questions-là. Et la beauté de la chose, c'est que ce soit une élection ou un référendum, c'est le même monde qui vont voter. Alors, quand on les rencontre pour leur parler de la course à la chefferie, ces gens-là vont aussi être des électeurs à l'élection générale. Et ces gens-là, si d'aventure il y a un autre référendum, vont être les mêmes électeurs. Alors, je pense que l'importance de se faire connaître, de faire connaître ses idées, puis sa personnalité, puis la capacité de susciter la confiance des gens. Parce que entre toi et moi, je vais être bien honnête, j'aurais beau avoir le meilleur programme politique sur la Terre, la capacité de connecter avec les gens, c'est super important. Oui. Le cimetière des politiciens est rempli de gens qui avaient des super programmes, puis que les Québécois ou les Canadiens ne voulaient rien savoir d'eux autres pour plein de mauvaises ou de bonnes raisons. Alors, il faut être capable de connecter avec les gens, puis ça se passe sur le terrain. Alors oui, je suis conscient de ça, mais je suis obligé de dire, tu me parlais des sondages tout à l'heure, si on décide qu'on les regarde, on va les regarder partout. L'appui à la souveraineté, on ne peut pas dire que c'est le pactole en ce moment. Non, ben, il est aussi bas qu'il l'était, en tout cas, même précisément, il est aussi bas qu'il l'était 1 an avant le référendum de 95. Ça a été étudié aussi. Généralement, quand il y a une campagne, ça devient un sujet. On parlait des jeunes tantôt. Les jeunes vivent dans un monde où ce qui les attire, c'est ce qui est viral. Donc, effectivement, le référendum n'est pas viral. Mais le jour où ça va devenir un sujet, les jeunes vont être dans les bars pour s'approcher puis vont se dire, t'es-tu pour, t'es-tu contre, t'es-tu oui, t'es-tu non? C'est pas encore ça, effectivement. Moi, je vais être dans ces bars-là pour leur expliquer la non, vie. Mais c'est correct. Mais on parlait tantôt de peur. Il y a une peur qui, je pense, habite les Québécois qui sont souverainistes ou qui peut-être songeraient à voter oui lors d'un 3e référendum. D'accord. C'est celle de ne pas voir le camp du non, que ce soit à Ottawa ou à Québec, réaliser la fameuse promesse de si vous nous donnez la victoire, c'est-à-dire si on reste dans le Canada, on va refaire le Canada avec un Québec fort à l'intérieur, on va revoir les... Tu sais, c'était la promesse de Pierre-Éliott Trudeau avant le référendum de 80. Je sais bien. Il avait dit votez pour nous. Mettrons nos sièges en jeu. Oui, quelque chose comme ça. Puis il avait dit après, tu sais, on va comprendre le message, puis on va... Puis il est arrivé ce qui est arrivé. Il est arrivé 82, il est arrivé le rapatriement de la Constitution. Les années 95 à aujourd'hui, c'est pas les plus belles années dans l'histoire du fédéralisme et des rapports entre le Québec et le Canada. Donc, c'est quoi la promesse de Charles Milliard quelques années avant un référendum? Puis là, on n'est pas dans l'astrologie. Là. Je pense que c'est une vraie question de géopolitique, de politique. Là. Ouais. C'est quoi la promesse d'un Québec qui resterait dans le Canada, mais qui trouverait chaussure à son pied au lendemain d'un référendum, gagnant pour le non? Je pense que jusqu'à présent, j'ai été assez honnête puis j'ai répondu à tes questions. Là, c'est une question qui est largement hypothétique sur ma plateforme de campagne référendaire. Donc, je vais me réserver quand même un certain nombre de commentaires là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. Je vais quand même te donner quelque chose. Je suis quand même d'accord. Je comprends le désœuvrement de plusieurs Québécois de ne pas faire partie d'un pays que la Constitution n'a pas été signée par eux. J'en fais partie jusqu'à un certain point. Mais c'est un projet qui dépasse aussi le Québec. Tu sais, je peux bien te promettre, Marie-Monde, c'est une fédération. Alors, on l'a vu avec Charlottetown, on l'a vu avec le lac Meech. Il y a eu des tentatives qui ont été faites par des gouvernements progressistes conservateurs dans les 2 cas. Moi, je pense que ce qui se passe en ce moment, là, en fait, ce que je voudrais dire, ce qui se passe en ce moment avec M. Trump, moi, je pense qu'il faut voir ça comme un électrochoc économique et politique. Moi, je pense qu'on a une occasion, pour ceux que ça intéresse, de relancer le Canada.
de relancer comment nos structures fonctionnent et comment on peut tirer profit de cette rénovation-là pour essayer d'être encore plus accueillant puis ramasser ou recueillir des gens qui, depuis 43 ans peut-être, se sentent dépassés. Mais je ne me présente pas pour être premier ministre du Canada, ceci étant dit. Alors, il faut reconnaître aussi les rôles de tous et chacun. Mais c'est sûr que moi, je vais toujours me tenir à côté du Québec pour qu'il y ait le maximum dans cette fédération-là, si c'est ce que les Québécois veulent. OK, parfait. Bon, quand il y aura un référendum, je te recevrai. Ben oui, encore oui. ce podcast-là. Là. Mais il n'y en aura pas de troisième référendum, j'oubliais, c'est vrai. Ah oui, OK. Je veux qu'on parle du modèle québécois. Il y a toutes sortes d'enjeux, je pense notamment à la santé, où on se questionne des fois à savoir si Colin, ce beau modèle-là qu'on a construit à partir des années 60 et qui a fonctionné, qui fonctionne très bien, n'aurait pas besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Amical, mais tu sais, d'une petite tape, d'un coup de pied dans la ruche. Je t'entendais répondre à des questions à un moment donné sur ton rapport à la gauche, ton rapport au wokisme aussi, parce qu'il y avait des espèces de... Le Parti libéral a eu de la difficulté, honnêtement, à se positionner comme un parti de droite économique là, dans les dernières années. Et tu semblais dire, moi, je suis plus de l'aile en droite économique. Alors, à ce moment-là, c'est quoi les idées de Charles Milliard dans un monde où le système de santé coûte très cher, mais où on n'a pas vraiment de services, où les routes, on parlait des routes tantôt, ne sont pas belles, on va se le dire de même, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde dans lequel le privé pourrait occuper une place? Bonne question. Plusieurs choses là-dedans. Premièrement, moi, je suis un fervent partisan du modèle québécois actuel. Ça nous différencie, même à certains égards, du reste du Canada et certainement du reste du monde. On a un filet social qui est impressionnant, mais qui coûte cher. Et on ne peut pas, dans la vie, redistribuer de l'argent qu'on n'a pas. Sinon, on fait des déficits à répétition. Les intérêts de la dette augmentent, les paiements de la dette augmentent. C'est une spirale négative dont les gens n'ont pas toujours conscience, mais qui finit par amener un pays à une faillite à terme, donc sans vouloir être dramatique. Donc, on doit avoir les moyens de nos ambitions politiques. Alors, à partir du moment où on dit ça, on a un déficit de 11 milliards. On avait plus 7, on est rendu moins 11. Le 25 mars, en tout cas, il y aura bientôt... Ça va pas être beau, là. C'est ça. Donc, le budget du Québec sera là aussi pour nous montrer l'état de la situation. Alors, il va falloir qu'on génère davantage de richesses au Québec si on veut protéger le filet social. Parce que moi, je ne serai pas la personne qui va faire... Je ne serai pas le candidat de la rigueur qui va couper dans les services en santé et en éducation. Ça va déjà mal. Alors, c'est déjà ça le principal point de préoccupation des gens. Alors, il va falloir, je ne suis pas magicien non plus, donc il va falloir générer des nouvelles recettes. Alors, moi, au lieu d'être le candidat de la rigueur, je vais être le candidat de la vigueur. Je veux qu'on génère davantage, c'est pas juste de la rhétorique, je veux qu'on génère davantage de recettes fiscales au Québec. Et ça, on va le faire en faisant du Québec le paradis des entrepreneurs. Et ça veut dire reconnaître que le Québec, c'est une nation exceptionnelle pour des petites et moyennes entreprises. Alors, j'aime bien Nordvolt, j'aime bien Bombardier, j'aime bien Air Canada, toutes les grandes entreprises qu'on peut nommer. Mais foncièrement, le Québec, là, c'est des entreprises de 5, 10, 15, 25, 100 employés. Partout au Québec, en 95% des entreprises, il y a environ 275 000 entreprises au Québec. 90-95%, dépendant de ce que tu comptes, c'est des petites et moyennes entreprises. Alors ça, il ne faut pas être gêné de ça, il faut valoriser ça, parce que c'est ça notre selling point unique. Et ça passe donc par des meilleures conditions fiscales, ça passe par de l'allègement réglementaire, puis ça, les politiciens disent ça, là, à tort que veux-tu, mais il y a des centaines de propositions qui sont faites par des associations, par des experts sur de la réglementation qui est pas efficiente au Québec, qu'on doit diminuer. Mais ça touche à la culture de certains fonctionnaires, ça touche à l'emploi de certains fonctionnaires, ça touche aux chasses gardées de bien du monde. Alors, c'est difficile. Il faut faire un ménage là-dedans, puis c'est plus ou moins intéressant là, de parler de ça. Au contraire, moi, en fait, non, mais de manière précise, là, mais tu sais, en ressources naturelles, dans le ministère de l'économie, dans le ministère de la régie de l'alcool, la course et des jeux, nomme-la tous, il y a des points d'amélioration qui vont faire en sorte que les gens, quand ils arrivent pour se partir une entreprise ou pas, vont se dire, ben coudonc, finalement, ça pourrait être intéressant que je me parte en affaires ou encore mieux que je reprenne une entreprise à vendre, que j'emploie du monde, qu'avec le profit que je vais faire, parce que oui, faire du profit dans la vie, c'est correct, je vais payer de la commandite à l'équipe locale dans mon village, je vais lire le journal local, je vais commanditer un paquet de trucs, je vais faire vivre la communauté. C'est comme ça qu'on va renouveler le Québec, je pense. Puis, je termine là-dessus. Il ne faut pas négliger les secteurs primaires. Alors, encore une fois,
l'intelligence artificielle, l'aéronautique, le pharmaceutique, c'est des métiers d'avenir, puis il faut les valoriser. Mais la colonne vertébrale, encore une fois, de beaucoup de régions au Québec, c'est l'agriculture, c'est le forestier, c'est le minier. Et s'il y a des Québécois qui ne se sentent pas concernés par ces secteurs-là, ils sont en déficit d'information et de sensibilisation important. Si on n'a pas de mines, les fameuses batteries, oubliez ça. Si on n'a pas de forêt, je vous épargne. Puis si on n'a pas d'agriculture, on ne mange pas. Alors, c'est important de remettre ces industries-là au goût du jour, de faire plus d'innovation dans ces industries-là, mais aussi d'avoir l'écoute des politiciens, pas juste au congrès de l'UPA quand le monde se plaigne que les agriculteurs crèvent de faim, mais à l'année longue. Mais générer plus de richesse, on a parlé d'efficience là, bureaucratique, de la paperasse, des trucs que tu sais, c'est long, ça marche pas. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires au Québec? Ça, c'est toujours une question. Je trouve que c'est une question piège parce que j'ai envie de te répondre oui. OK. Mais après ça, dans une entrevue comme ça... Je te rassure, c'est pas un piège du tout. Non, mais je me sens pas piégé. Mais je veux dire, c'est une question qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, dans le sens que je vois bien la progression du nombre de fonctionnaires, particulièrement au fédéral, je dois te dire. Oui, bien sûr. Et le service à la clientèle n'a pas l'air d'avoir suivi. Voilà. Alors, de toute évidence, il y a un enjeu là, mais de dire je vais couper... Tu sais, je suis allé dans des entrevues, dans des radios plus de droite. Là, combien tu vas en couper? C'est pas ma question. OK, bien tant mieux. Parce que j'ai pas accès non plus à toutes les informations. Soyons honnêtes, là, je suis candidat pour être chef de l'opposition. Alors, j'ai pas accès à toute la machine gouvernementale. Mais de toute évidence, il faut qu'on ait plus d'efficience dans nos entreprises privées et dans nos entreprises publiques. L'efficience, il y a des gens, des fois, qui écoutent un peu à moitié quand on parle de ça. C'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux. Moi, je veux pas que les gens se mettent à travailler 50-55 heures. Je veux que les 35-37 heures et demie qui travaillent, ils produisent plus de richesse pour le Québec parce qu'on va leur donner des outils pour le faire mieux. Alors, c'est peut-être plus facile à visualiser quand on travaille sur une machine, que la machine produit mieux puis diminue les accidents de travail. Mais ça vaut aussi quand on travaille comme fonctionnaire puis qu'on remplit des formulaires qui peut-être servent à rien. Moi, je veux juste défendre ma propre question. C'est que pour moi, c'est pas une question piège, c'est vraiment une question... Je suis motivé, là, je me sentais pas attaqué. Mais non, mais c'est correct, puis je me sentais pas non plus visé comme l'attaquant. Non, mais c'est parce que pour moi, quelqu'un qui me dit je veux générer de la richesse puis je veux que les choses aillent mieux, pour moi, la question nécessaire qui suit, c'est vraiment est-ce que, d'abord, si on veut générer plus de richesse, il faudrait peut-être arrêter d'engager autant de fonctionnaires. Puis je pense que c'est une question importante aussi parce que même les gens qui se lancent en politique et qui disent « je vous le jure, quand je vais faire ça », ils n'y arrivent pas. Je veux dire, François Legault s'était fait élire en 2018 et même son parti, né au début des années 2010, c'était l'ADQ qui ressuscitait. Là. Je veux dire, c'était un parti qui disait « nous, on va être ce parti-là ». Et pourtant, 15 de plus de fonctionnaires de job dans la fonction publique depuis 2018. Au fédéral, c'est bien pire, on en convient. Mais c'est peut-être... Moi, je pose la question à des prochains élus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous tous, que c'est comme un espèce d'enjeu où on ne peut pas changer les choses, où c'est comme impossible, en fait, de changer les choses, d'accélérer la machine gouvernementale, de faire en sorte qu'elle soit plus efficiente, plus efficace? Le métier de politicien, il est tout sauf facile. Alors, c'est pour ça que la 3/4 des gens qui me croisent me disent soit merci ou soit bravo. Parce que c'est pas facile. Puis si les solutions étaient faciles, les autres politiciens qui nous ont précédés sont pas plus intelligents, pas moins intelligents que moi, ils l'auraient fait. Alors oui, les systèmes sont complexes, mais il y a plein d'améliorations à la marge qui finalement font un effet papillon puis qui font en sorte qu'il y a des changements qui se produisent. Et il y a plusieurs gouvernements de toutes les allégeances qui ont réussi à le faire. Jean Lesage en 60. Je vais te dire René Lévesque en 76, à certains égards. Tu sais, la loi sur le zonage agricole, ça a changé la vie des agriculteurs, à titre d'exemple. Je n'ai pas besoin de te nommer toutes les choses de la Révolution tranquille qui ont complètement changé le visage du Québec. Alors oui, il y a des politiciens qui promettent des choses, puis parfois, ce n'est pas possible, c'est pas une science parfaite. Mais je pense que ce qui est important, c'est la capacité de générer de la confiance, même si on ne frappe pas pour 100 avec la population, et de savoir s'entourer aussi. Parce que je suis bien intelligent, je suis bien gentil, mais je ne suis pas bon dans tout. Je ne suis pas un expert dans tout. Et je vais générer une équipe qui va faire en sorte qu'on va connecter avec les Québécois, puis qu'on va apporter les changements qu'on pense qui sont bons pour nous. Puis si 4 ans plus tard, les gens ne sont pas contents, bien, ils prendront une décision en conséquence. C'est ça la démocratie aussi. Les gens nous élisent pour décider avec les informations qu'on a, avec la personnalité qu'on a, avec l'expertise qu'on a. Et ce n'est pas une science parfaite. Ce n'est pas des mathématiques algébriques, la politique. Comme dernière question, là, j'aimerais ça savoir,
c'est quoi qui te drive principalement? C'est-à-dire, y a-tu un projet particulier qui fait en sorte que tu te lances là, en politique active après des années de militantisme? Quelqu'un pourrait me dire, moi, je m'en vais là pour la santé, moi, je m'en vais là pour l'éducation. Je cherche une réponse précise parce que, tu sais, on pourrait dire, je cherche à faire en sorte que les Québécois soient fiers. Je trouve ça super beau, puis moi, ça m'encourage, quelqu'un qui me dirait ça. Mais c'est quoi le projet précis de Charles Milliard pour les prochaines années? J'en ai plusieurs, mais je vais t'en nommer deux, un interne, un externe. Okay? L'interne, pour moi, il est très, très clair. Je veux que le Parti libéral redevienne une option de qualité et redevienne compétitif dans le cœur des Québécois. Ça, c'est ma famille politique. C'est une question personnelle. C'est une grande motivation pour moi. Et je suis prêt à dire, élisez-moi chef, et après ça, on convaincra tous ensemble les Québécois de voter pour nous. Pour moi, c'est une course à 2 étapes qui sont bien importantes. J'ai des gens dans mon équipe qui sont libéraux depuis toujours. Il y en a d'autres qui sont des nouveaux libéraux. Puis il y en a d'autres qui se disent, tu sais quoi, pas certain encore, mais je veux voter pour toi parce que je veux que tu sois chef, puis après ça, tu nous convaincras. Moi, je prends tout ça. Là. Moi, je suis gourmand, je prends tous ces gens-là. Donc ça, c'est une motivation interne pour moi qu'on redevienne une option de choix. Externe, je suis très sérieux quand je te dis que la vitalité des régions, pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait 25 ans que je me promène partout au Québec. J'ai vu des villes, des villages péricliter. Je vois l'instinct entrepreneurial diminuer. Je vois les commerces fermés. Dans nos rues principales partout au Québec, il y a beaucoup trop de pancartes à vendre, à louer. Il ne faut pas se surprendre que les jeunes quittent. Il ne faut pas se surprendre que nos territoires ne sont pas occupés, que les entreprises n'ont pas envie d'aller investir là, qui ont de la misère à se rendre. Alors, c'est comme ça, c'est en revitalisant nos régions qu'on va renforcer aussi Montréal et Québec, puis qu'on va réunir. Parce que quand les gens vont bien, quand les gens ont des sous, quand les gens se sentent en sécurité, le climat politique est beaucoup plus favorable, puis on est invincible après ça, comme Québécois. Donc, la vitalité de nos régions, moi, c'est vraiment une de mes grandes raisons que je m'en vais en politique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, très agréable. C'est quand le résultat de l'élection au Parti libéral? Donc, le vote va être en ligne du 9 au 14 juin pour les gens qui sont membres. Le résultat sera connu le 14 juin. Et le 15 juin, je retourne sur la route et on repart pour les élections générales de 2026. Bon, ben, j'espère que tu vas accepter mon invitation au lendemain de l'élection. Comme ça, on pourra parler de choses moins hypothétiques parce que le temps va s'être rapproché de 2026. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez l'épisode, partagez-le, commentez, envoyez-le à vos amis, faites du bouche à oreille, ça fonctionne encore en 2026. Et surtout, abonnez-vous. Il reste du monde, visiblement, pour parler de n'importe quoi. À bientôt.